Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être tous là pour cette grande conférence de Prompt. C'est un honneur de vous avoir, d'être présent avec vous dans ces temps particuliers, dans ces temps où le numérique est à la rescousse d'un monde en changement, des moments où on aimerait bien pouvoir se réunir, mais en même temps, un moment rempli d'opportunités qui nous permet de connecter en plus grand nombre et de connecter avec des experts extraordinaires de partout. Prompt vient de compléter son assemblée générale annuelle. Nous sommes fiers de l'ensemble du conseil d'administration, de l'ensemble des 167 membres, entreprises, institutions qui travaillent ensemble à créer des projets extraordinaires. Et on aimerait pouvoir vous en donner un petit aperçu. Que fait Prompt? Qui est Prompt? Et quelle est la contribution de cette organisation supportée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et par toutes les entreprises, institutions qui en sont membres? Quelle est leur contribution au succès et au développement de l'économie québécoise? Alors, sans plus tarder, on vous présente une petite vidéo. Il y a plusieurs moments déterminants dans l'explosion du numérique au Québec. En 1985, deux chercheurs de l'Université McGill, Bernie Turcotte et Mike Parker, développent un premier protocole de communication entre ordinateurs universitaires. En 1989, c'est la naissance du RISC, le réseau d'information scientifique du Québec, le premier réseau Internet de la province qui connecte toutes les universités québécoises. En 1995, à l'aide d'un message vidéo, le premier ministre Jacques Parizeau accueille les internautes sur le premier site Web du gouvernement. Toujours en 1995, deux entrepreneurs créent la Toile du Québec, un annuaire compilant tous les sites Web québécois. En 1996, le journal Le Soleil devient le premier quotidien à mettre ses articles en ligne de manière interactive. Les choses ont beaucoup changé depuis. Aujourd'hui, le Québec compte 7600 entreprises, 210 000 personnes qui se spécialisent dans les technologies de l'information et des communications. Cela représente un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars annuellement, un secteur créant environ 12 000 nouveaux emplois dans le numérique chaque année au Québec. Aujourd'hui, le Québec est un véritable champion du numérique à l'échelle mondiale, notamment en intelligence artificielle avec 250 chercheurs et doctorants en IA à McGill et l'Université de Montréal, 9 000 étudiants dans ce domaine. Montréal est la ville avec la plus forte concentration de chercheurs en IA au monde. L'expertise en IA se répand rapidement sur tout le Québec et toutes les universités mettent l'épaule à la roue. L'Université de Montréal se classe d'ailleurs au 34e rang mondial pour le secteur des sciences informatiques. Chez Prompt, ça fait depuis 2003 qu'on catalyse, accompagne, finance les projets les plus innovants dans le monde du numérique. On est vraiment à l'avant-scène de la révolution des technologies de l'information dans la société québécoise. Chez Prompt, on propulse l'innovation collaborative. Depuis sa création, Prompt a financé plus de 250 projets de recherche et développement de chercheurs et d'entreprises qui travaillent ensemble. C'est 66 millions investis dans des projets innovants en intelligence artificielle, cybersécurité, informatique quantique, UX, recherche opérationnelle, blockchain, ville intelligente, industrie 4.0 et tellement plus encore. Vous savez, la meilleure façon d'innover, c'est de faire collaborer la ligne de front des entreprises avec les meilleurs experts, les chercheurs académiques. C'est vraiment de cette rencontre que naissent les technologies qui font vraiment une différence. On va plus vite quand on est seul, mais on va beaucoup plus loin quand on travaille ensemble. Et c'est un peu l'objectif d'organisations comme Prompt, là, pour dire on amène tous les partenaires autour d'une même table pour aller beaucoup plus loin. Grâce à Prompt, on a été mis en contact avec deux chercheurs universitaires, deux professeurs de l'École de technologie supérieure. Ça a tout changé, en fait, chez Axio, sur la précision qu'on a aujourd'hui sur notre système et sur la profondeur de nos connaissances techniques en intelligence artificielle pour nos clients. Le financement de Prompt a été crucial en fait dans l'histoire de PemPem parce que ça a été la première subvention importante qu'on a eue en s'établissant au Canada. Et c'est cette subvention-là qui a réussi à convaincre d'autres partenaires internationaux d'investir massivement dans PemPem. Et moi, je me bats contre Google, puis Facebook, puis Element AI pour recruter les meilleurs talents. Jamais Netlift n'aurait pu recruter des chercheurs de ce calibre-là
sans l'apport de Prompt. Prompt supporte vraiment des startups technologiques qui essayent d'améliorer l'intelligence artificielle dans un contexte réel, appliqué. Donc avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça et vraiment être prêt à prendre des risques avec nous là-dessus, ça nous a vraiment beaucoup encouragés. Prompt est très bien supporté par le ministre Pierre Fitzgibbon, mais aussi l'ensemble de son ministère. Ça aussi, ça démontre qu'auprès des entrepreneurs, auprès des chercheurs, on est la liaison entre eux et le ministère. Prompt est là pour ça. Ça nous permet d'innover, de commercialiser cette innovation-là, puis de créer des emplois de haute qualité. Puis c'est ça qu'on a besoin au Québec. La ressource naturelle la plus précieuse au Québec, c'est vous, vos talents, vos idées. Chez Prompt, on est là pour vous aider, ensemble, à les amener au monde. Alors, merci d'être là en si grand nombre encore une fois. Plus de 350 personnes inscrites. On approche tranquillement du 200 personnes présentes avec nous. La salle se remplit encore. Alors aujourd'hui, au niveau de l'agenda, c'est un conférencier extraordinaire, Luc de Brabander, qui vous sera présenté par la direction générale du Québec à Bruxelles, le directeur général de la délégation du Québec à Bruxelles, M. Pierre-Luc Desgagnés. À la suite de la conférence de M. Brabander, tous seront rejoints par Pierre-Luc Desgagnés, bien sûr, mais aussi Christophe Muratet, qui est directeur de l'innovation chez Thales en Amérique du Nord, notre président François Bouffard, qui est le leader de la zone du Canada pour Dassault Systèmes, et le président du CA de Prompt, ainsi que Mme Danielle Bergeron, qui est une cadre de haute direction et administratrice de société. Alors, sans plus tarder, M. Desgagnés, délégué général du Québec à Bruxelles, c'est un honneur que vous soyez aujourd'hui parmi nous. Qu'est-ce qui va maintenant se passer? Alors, bonjour à tous. Comme délégué général du Québec à Bruxelles, c'est franchement un très grand honneur d'avoir la responsabilité de présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Luc de Brabander. Merci à Prompt de nous donner l'occasion d'effectuer cette présentation. Notre conférencier d'aujourd'hui se définit comme philosophe d'entreprise, métier qui allie la créativité et la rigueur. Le sens strict de philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais pour notre conférencier, c'est aussi un outil de travail essentiel. Elle permet de raisonner, de se questionner en l'absence de chiffres ou de données scientifiques. Elle oblige aussi l'utilisation des bons mots, des bonnes expressions. Elle encadre la pensée. Pour M. de Brabander, l'humour est aussi une arme de mobilisation massive, une arme à utiliser dans le quotidien entre, bien entendu, les affres de chaque journée et, bien entendu, les mandats qu'on doit livrer. Il a même fondé une agence pour joindre la parole aux actes qui allie humour et développement d'entreprise. Quoi de mieux que l'humour, d'ailleurs, pour faire passer certains messages, pour faire comprendre un sentiment, une idée, pour désamorcer une situation. Né à Gand, en Belgique, diplômé en mathématiques et en philosophie de l'Université catholique de Louvain, notre conférencier a une carrière variée qui témoigne de son éclectisme. Ce dernier l'a amené d'un grand groupe bancaire à la Bourse de Bruxelles, de la consultation de haut niveau à l'enseignement. Et la variété des gens et des entités qui lui ont fait confiance et qui lui font confiance est impressionnante. Notre conférencier a toujours été un précurseur. Il s'est montré intéressé par l'écologie avant que le fait d'être vert soit à la mode. Il s'est passionné pour les technologies de l'information avant le raz-de-marée Internet et téléphone intelligent. Il a toujours été convaincu de la nécessité de penser à l'intérieur d'un cadre
à l'intérieur d'une boîte, pour traduire littéralement, plutôt que de chercher à en sortir et à penser à tort et à travers. Il a été parmi les premiers à évoquer l'avènement d'un humanisme numérique à l'heure de la multiplication des plateformes digitales, comme celles que nous utilisons aujourd'hui d'ailleurs. Avant de lui laisser le plancher virtuel, il importe de préciser qu'il va sans doute aujourd'hui nous inviter à réfléchir, à nous questionner, mais toujours en gardant à l'esprit un de ses mantras. Si une personne comprend comment elle rit, elle comprend comment elle pense. Sur ce, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je laisse la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, M. Luc de Brabander. Bonne conférence à tous. Alors bonjour, c'est une grande joie pour moi. Vraiment, les liens qui attachent la Belgique et le Québec sont nombreux. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Je vous imagine, je ne vous vois pas, mais je vous vois tellement je vous imagine. Alors le sujet du jour, penser l'innovation en temps imprévisible. La première chose que j'ai envie de dire, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Et donc, je vous mets ici un article récent dans le journal Les Échos. Amazon, toujours plus d'intelligence dans son cloud. Mais figurez-vous qu'une fois par mois, je reçois d'Amazon une publicité pour mes propres livres. Donc, je ne sais pas, vous avez le temps de lire. Donc, Monsieur de Brabander, intéressé par les sciences humaines, vous apprécierez peut-être les articles suivants et je vois tous mes livres. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de numérique, il y a beaucoup de choses extraordinaires, mais il y a encore du travail pour l'être humain et ça, c'est l'humanisme dont on vient d'évoquer. Et d'ailleurs, merci pour ces paroles aussi aimables. Alors, le sujet du jour, penser l'innovation en temps imprévisible. La première chose que je voudrais faire, c'est casser la phrase en 3 morceaux. Il n'y a pas un sujet, il y en a 3. Il y a penser, il y a l'innovation et il y a les temps imprévisibles. Et je vais respecter cette séquence parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Si on met les 3 phrases les 3 mots en même temps, donc mon métier, c'est la clarification, comme vous venez de me le dire. Et donc, je clarifie, on casse la phrase en 3 mots. Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que penser? Alors, mon point de départ sera une évidence qu'il est bon de se rappeler, c'est qu'une mémoire infinie nous empêcherait de penser. Imaginez une mémoire infinie, que vous allez, par exemple, en vacances, et vous vous souvenez de tout, de tout, eh bien, vous ne pouvez pas émettre un avis à propos de vos vacances. C'est un peu paradoxal, et vous aurez le temps d'y penser après, sans jeu de mots, mais bien sûr, la mémoire infinie nous empêcherait de penser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes face à un monde qui a des caractéristiques, la complexité, la diversité, l'incertitude, et nous devons y penser. Eh bien, l'acte premier de la pensée, c'est l'oubli. Si vous avez, je ne sais pas, Dassault et Thales, vous avez des milliers de clients, si vous voulez, et peu importe qui, Coca-Cola, n'importe qui, si vous voulez penser à un très très grand nombre de personnes, vous êtes obligé de créer des catégories parce que vous ne connaissez pas toutes ces personnes. Et donc, la pensée, c'est un moteur à 2 temps. Et le premier de temps, c'est celui qui consiste à construire des simplifications. Si vous ouvrez votre crâne, vous verrez qu'à l'intérieur, ce que vous avez, c'est uniquement des simplifications. Si vous demandez à quelqu'un combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel, il va vous dire 7. Non, pas du tout, il y en a des millions. Mais on en met 7 dans la tête parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas penser sans simplification. Si vous avez 2 millions de clients, vous les organisez dans des segments, des secteurs, je sais pas, les jeunes mamans, les retraités, les étudiants. Vous êtes obligé de créer des concepts, des stéréotypes, des modèles. Vous êtes obligé de le faire. L'acte premier de la pensée, c'est l'oubli. Directement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de science de l'oubli. Si vous allez en vacances, les souvenirs que vous avez construits, eh bien, vous n'avez pas une science qui génère ça. Et je crois que c'est un petit peu là la limite de l'intelligence artificielle. On y reviendra tout à l'heure. Dès le moment où vous avez simplifié et construit des stéréotypes, on va prendre l'exemple des segmentations de marché, c'est le plus simple. Vous avez le segment des jeunes mamans, des étudiants. Que pouvez-vous faire? Vous pouvez déduire. Vous pouvez déduire. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser l'idée de jeune maman ou d'étudiant et vous pourrez faire des tas de choses pour eux. Mais la difficulté, c'est qu'une jeune maman, ça n'existe pas. C'est ce que Spinoza disait,
le concept de chien n'aboie pas. Une jeune maman, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas me dire où elle habite, vous ne pouvez pas me dire le dernier film qu'elle a vu. Non, elle n'existe pas. Et donc, on utilise pour penser des abstractions qu'on appelle concepts. Il y a beaucoup de mots, ça n'a pas d'importance. Des abstractions floues, imprécises, indéfinissables. Eh bien, on n'a rien d'autre pour penser. Eh bien oui, si vous avez 2 millions de clients, vous avez l'obligation de passer par du flou, de l'abstrait et de l'incompréhensible. On ne comprend pas la science de l'induction parce qu'il n'y en a pas. J'y reviendrai, je dirais, tout de suite. Et donc, j'ai déjà, après quelques minutes seulement, je regarde ma montre parce que je sais que vous avez un temps bien compté. Après quelques minutes, je peux déjà vous proposer une définition du mot penser. Penser consiste pour l'essentiel à simplifier le monde et à utiliser ces simplifications. Voilà, vous êtes en haut ou en bas, vous êtes en induction ou en déduction. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper. Je suis obligé de poursuivre parce que le temps n'est pas énorme, mais directement mettre le point sur quelque chose d'important, il n'y a pas de symétrie. Sur le modèle que je vous présente, entre le monde et vous, vous avez l'impression que c'est ping-pong, ça va dans les deux sens. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une flèche, un mouvement qui est, entre guillemets, simple, la déduction. D'ailleurs, il y a une science de la déduction faite d'algorithmes, de mathématiques, de logique et que sais-je encore. Mais il n'y a pas de science de l'induction. Je l'ai déjà dit, je le répète. Et donc, par exemple, le langage que nous parlons structure le monde. Les Français et les Anglais n'ont pas les mêmes mots, les Flamands chez nous, bien sûr, c'est ça aussi le problème. Nous n'avons pas les mêmes mots, donc nous ne voyons pas le même monde. Nous ne voyons pas le même monde. Et donc, je voudrais mettre en évidence la différence principale entre les deux flèches. Je vous demande de mentalement jouer avec moi et de terminer très rapidement 2 petites phrases. La première petite phrase, un exemple de voiture est là. Alors vous allez me dire Renault, Mercedes, Tesla, vous allez me dire des tas de choses. La deuxième petite phrase, je vais la présenter autrement. La voiture est un exemple de… Alors peut-être que vous allez dire transport ou véhicule ou voilà ça. La grosse différence entre les 2 petites phrases, c'est que dans la première, on peut se tromper, dans la deuxième, on ne peut pas se tromper. Si vous dites un exemple de voiture est Boeing, non, Boeing c'est un avion, ce n'est pas une voiture, on se trompe. Par contre, en induction, on ne peut pas se tromper parce qu'il n'y a pas de science. Et donc, en induction, si je termine la phrase autrement, si je dis la voiture est un exemple de véhicule, je ne prends pas de risque, je suis dans ma zone de confort. Mais il faut comprendre que cette zone de confort, il y a d'autres zones. Je peux terminer la phrase comme je veux. Je peux dire la voiture est un exemple de quelque chose que j'aime dessiner. La voiture est un exemple de liberté. La voiture est un exemple. Et puis, si vous devenez quelqu'un d'autre, vous allez avoir encore plus d'idées. La voiture, imaginez que vous êtes, je sais pas moi, le directeur d'une école avec des petits-enfants. Peut-être direz-vous, la voiture est un exemple de danger. Imaginez que vous travaillez au ministère des Finances, enfin, je ne sais pas au Canada, mais en tout cas en Belgique. Vous diriez tout de suite, la voiture est un exemple de taxe, de revenu que je peux me construire. Et donc, la plus grosse différence entre les 2 flèches, entre les 2 induction et déduction, c'est le nombre de flèches. Il y a une liberté énorme en induction qui existe beaucoup moins en déduction. Et donc, l'induction, comme il n'y a pas de science, il y aura la tentation de la zone de confort. C'est sûr que celui qui dit la voiture est un exemple de véhicule, il ne prend pas beaucoup de risques. Mais on a déjà tellement dit que ça n'apporte plus grand-chose. Et donc, cette flèche qu'on appelle l'ambiguïté, c'est justement la capacité de voir le monde autrement. Et c'est en gros ce que Kant appelle la subjectivité. Donc, la subjectivité se résume finalement en une phrase. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu vois le monde tel qu'il est. Et donc, j'ai ici le cartoon, puisqu'on a parlé de l'humour, et je vous en remercie. C'est très important, d'abord parce que l'humour n'est pas programmable et qu'un ordinateur ne peut pas rire. Et donc, on a ici le résumé de Kant sur la subjectivité. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu vois le monde tel que tu es. Et il faut vraiment ça comme point de départ. Avec un tout petit exercice, immédiatement, alors je le fais souvent et je demande aux gens, savez-vous lire ceci? Ma génération, instantanément, We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, le plus grand album de tous les temps. Quand je montre ça à des étudiants, personne ne sait lire parce qu'on ne voit pas le monde tel que nous sommes, on voit le monde tel que le monde est, mais on le voit tel que nous sommes. Et donc, c'est mon point de départ. J'ai couvert avec ça, si ma mémoire est bonne, le premier thème, penser, je résume.
Penser consiste pour l'essentiel à simplifier le monde et à utiliser ces simplifications. On induit ou on déduit. Mais vous aurez remarqué qu'à ce stade-ci, je n'ai pas parlé de créativité, je n'ai pas parlé d'innovation, j'ai parlé de rien du tout. J'ai parlé de la pensée, de la pensée. Et il est temps maintenant, bien sûr, de rentrer dans la seconde partie de cette petite conférence. C'est le deuxième mot de votre propre titre, l'innovation. Finalement, bien sûr, la créativité et l'innovation, c'est une manière de penser qui va devoir trouver sa place dans le schéma que je viens de donner, puisque c'est une sous-forme exactement comme les autres formes de pensée. Alors, je vais prendre un exemple pour montrer comment la créativité et l'innovation se définissent sur le schéma que je viens de présenter. On va prendre l'exemple de Philips. Quand on dit, en tout cas en Belgique, quand on dit aux gens Philips, à quoi pensent-ils? Le plus souvent, je ne sais pas, aux machines à café, aux rasoirs, éventuellement les télévisions dans les hôtels, etc., etc. Et donc, c'est tout à fait vrai. Et donc, je continue. Philips a quoi? Pendant 30-40 ans, eu comme simplification, Philips est un exemple de, eh bien, il terminait la phrase en disant un exemple d'usine qui fabrique des biens électroménagers. On va faire ça. Dès le moment où vous acceptez cette simplification, vous pouvez déduire. C'est comme sur le schéma précédent. Boum, 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 et vous faites des fours à micro-ondes, des machines à café, des machines à laver, vous faites des tas de choses. Et effectivement, on peut produire énormément. Et Philips ne s'est pas gêné. Ils ont fait des centaines de produits. Mais ce qui est intéressant, centaines de produits issus de la même simplification, l'électroménager. Bien sûr, il y a 20-30 ans, quand Samsung et les autres ont commencé à prendre de la place, en tout cas en Europe, qu'est-ce qui s'est passé chez Philips? Un sentiment de peur. Oh là là, une concurrence pareille, il va falloir faire quelque chose de fort. Et il est clair qu'une nouvelle machine à café avec un petit gadget en plus ne va pas sauver l'entreprise. Quand les choses sont sérieuses, il faut changer de couleur. Et vous vous rappelez l'induction? Il faut entrer en induction. Les petites flèches bleues d'un pointillé, c'est de la déduction. Bon. Par contre, à un moment donné, il est nécessaire d'induire. Autrement dit, de terminer la petite phrase autrement. Philips est un exemple de… Rappelez-vous, on est libre, il n'y a pas de science. Et c'est vraiment la stratégie au plus haut niveau. Et je crois que Thalès, Dassault, tous ces gens ont fait des exercices de ce type-là. Et bon, c'est quoi? C'est de dire, Philips est un exemple de santé. Aujourd'hui, Philips est une entreprise de santé. Je dirais même plus de santé à domicile. Coup de génie, il y a 30 ans, de Clay Sterling, qui était le PDG à l'époque de Philips en Hollande. Et donc, il n'a pas changé Philips, il a simplement demandé aux gens de terminer la phrase autrement. Philips est un exemple de entreprise qui s'occupe de la santé à domicile. Et on est reparti en déduction. Boum, boum, boum. Des brosses à dents, de la luminothérapie, des couveuses pour bébés prématurés. Vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous verrez Philips partout, même sur les scanners, sur des tas de choses. Et donc, ça paraît être une très, très belle histoire, et effectivement, ça l'est. Mais on peut faire beaucoup de commentaires. Le premier sera, je vais vous demander de regarder attentivement sur mon schéma, à droite, les deux objets du milieu. Le four à micro-ondes et la couveuse pour bébés prématurés. Regardez comme c'est semblable. Et on aurait pu dire, tiens, au fond, dès le moment où on a le four à micro-ondes, il est logique de faire une couveuse. Eh bien non, ce n'est pas logique, ou c'est autrement logique, parce que je ne peux pas, boum, boum, je ne peux pas déduire la couveuse de la simplification électroménager. Par contre, je peux arriver, et d'ailleurs ils l'ont fait, ils vendent aujourd'hui et les construisent aujourd'hui des couveuses par un triple mouvement logique, déduction, induction qui est le moment le plus difficile et redéduction, et on est dans la couveuse. Et ce dessin est extrêmement important parce qu'aucune entreprise n'y échappe. Je suis sûr, je ne vous connais pas, que vous pouvez vous retrouver dans ce genre de choses. À gauche, vous avez des stratégies. Et une stratégie, je ne peux pas y toucher tous les lundis. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Je dois figer ma stratégie. D'ailleurs, on dit on arrête une stratégie. Si je ne le fais pas, je ne peux pas déduire. Mais quand on arrête une stratégie, le monde, lui, ne s'arrête pas. Et un jour ou l'autre, on a besoin d'une nouvelle stratégie. Et cette nouvelle stratégie, bien sûr, c'est le grand art des dirigeants. C'est vraiment, je dirais, construire la nouvelle représentation, la nouvelle simplification. Et donc, on sent bien sur ce schéma qu'on touche l'essentiel. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de séparer une fois pour toutes la créativité et l'innovation.
La créativité est à gauche, l'innovation est à droite. L'innovation, c'est faire plus, moins, plus vite, moins cher, plus élégant, plus à la mode, mais en gros, la même chose. C'est ce qui s'est passé avec l'électroménager chez Philips. Mais à un moment donné, on arrive un peu au bout. On arrive au bout et on est obligé de sortir du cadre. Et effectivement, le mot cadre est très important. Quand on dit sortir du cadre, out of the box, on voit bien sur le schéma qu'en fait, tout produit sort d'un cadre, nécessairement. Et que la question n'est pas tant sortir du cadre. Oui, bien sûr, Philips devait quitter l'électroménager, mais la vraie difficulté, c'est ce qu'on disait juste avant moi, c'est de créer le nouveau cadre. Et la santé à domicile est pour Philips ce nouveau cadre hors duquel on peut déduire, et ils ont déduit, des centaines d'applications. Et donc, on voit bien que c'est là que tout se joue. La créativité, ce n'est pas changer le monde, c'est changer la manière dont on voit le monde. Copernic, un des plus grands créatifs de l'histoire, il n'a pas changé le système solaire. Le système solaire est aujourd'hui exactement comme avant Copernic. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement réorganisé la slide, le transparent. Il a mis le soleil au milieu, il a mis la Terre sur le côté. Et donc, c'est ça la créativité. Et on voit bien cette confusion trop fréquente entre innovation et créativité. Je crois que c'est vraiment le métier du philosophe de bien clarifier. L'innovation rapporte de l'argent et on a envie de tirer. Mais de temps en temps, on arrive au bout. Il n'y a pas moyen de tirer infiniment d'une même stratégie. Pourquoi? Parce qu'on l'a arrêté. Et donc, je crois que l'art du dirigeant, c'est d'osciller entre innovation et créativité. Et donc, la partie, je continue. En fait, vous aurez remarqué, j'ai pris l'exemple de Philips, mais j'ai pour le moment évoqué assez peu la technologie. Alors, la technologie, je l'ai dit en riant tout à l'heure à propos d'Amazon, bien sûr, la technologie n'est pas une occasion de penser moins. Ce n'est pas une opportunité de réfléchir moins qu'avant. Au contraire, je crois que la technologie, ça nous pousse à réfléchir plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger, et je vais essayer de l'expliquer avec ceci. Regardez ce bateau, il a vraiment existé, il s'appelait le Sphinx, il appartenait à la marine française, et il y a 200 ans, et il est hybride. En fait, il est à voile et à vapeur. Et d'ailleurs, pendant une vingtaine d'années, il y avait des bateaux comme ça. Imaginez deux personnes qui regardent ce bateau, mais des personnes très différentes. Imaginez la première personne très conservatrice, qui déteste l'innovation, qui trouve toujours qu'avant c'était mieux. Et que va dire la personne en rentrant chez elle? Elle va dire, mais tiens, j'ai vu un bateau à voile sur lequel on a mis un moteur. Par contre, imaginez quelqu'un d'autre, le même jour, face au même bateau, et qui, lui, adore l'innovation. Il va rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai vu un bateau à vapeur. Bon, ils ont gardé les voiles, on ne sait jamais si la machine est cassée. Mais la grosse différence entre la première et la deuxième personne, c'est que la première est en déduction. Elle considère le moteur comme, je dirais, une espèce d'amélioration, énième amélioration de la machine, de la marine à voile. La deuxième personne, au contraire, est en induction, crée une nouvelle catégorie, une nouvelle simplification, un nouveau paradigme, et qui est celui de la marine à vapeur. Et on voit bien que le message derrière cette image-là, c'est qu'un changement de technologie et une nouvelle technologie doit s'accompagner d'un changement de modèle mental. Je vais vous donner plein d'exemples pour illustrer ça. Oui, ça, j'aurais pu mettre tout à l'heure. Donc, notre modèle est très simple. Quand ça va moins bien, on ajoute une lame. Mais ça, c'est la déduction. Mais bien sûr, un jour, ça suffit. On ne peut pas faire éternellement rajouter des lames. Et donc, si on est comme ça, on fait ça. Donc, celui qui voyait le bateau à voile avec la machine à vapeur, il est en risque de construire ceci, qui est le plus grand bateau à voile jamais construit. Il était tellement grand qu'on ne savait plus le manœuvrer et il a fini par s'écrouler et casser. Non, changement de technologie implique changement de modèle mental. Et voilà, puisque nous sommes en francophonie, j'ai rajouté ceci. Le tout premier vélo, et d'ailleurs vous avez deux exemples, s'appelait vélocipède. Et vélo veut dire rapide en latin, et pède veut dire pied, pied. Donc les premiers vélos, ce n'était pas du tout des vélos, c'était simplement un truc pour permettre aux pieds d'aller plus vite. C'est assez rigolo. Et alors j'ai lu l'histoire, les gens qui avaient construit des vélocipèdes, quand ils se sont rendus compte, surtout quand ça descendait, qu'ils ne devaient plus mettre leurs pieds. Et puis, etc., on a inventé la chaîne, la pédale, etc. Et donc, quand on dit qu'il ne faut pas réinventer la roue, mais si, heureusement. Donc, les vélocipèdes, bon, moi qui aime le vélo, je ne suis pas sûr que j'aimerais tellement. Alors, j'ai beaucoup d'exemples. Regardez, cette première tentative d'avion, en fait, n'a jamais volé.
Pourquoi? Parce que l'ingénieur ou les ingénieurs, évidemment avec quelqu'un de Dassault, les premiers ingénieurs ont voulu imiter les oiseaux. Et bien sûr, un avion ne vole pas parce qu'on imite les oiseaux. Je dirais même plus, l'homme a réussi à voler quand il a arrêté de regarder les oiseaux, puisque ce n'est pas du tout des ailes qui bougent qui font bouger les avions. Et donc, on a des exemples à l'infini. Ma grand-mère avait une voiture comme cela. C'était une Peugeot, je crois, dans les années 50-60. Eh bien, c'est la même chose. Avant ça, on demandait au conducteur de sortir son bras pour montrer qu'il tournait à gauche. Bon. Et bien sûr, on a dit c'est un peu dommage, surtout s'il pleut. Et donc, des ingénieurs n'ont pas inventé, ils ont innové d'une certaine manière, mais ils ont surtout imité l'ancien. Ils ont reproduit l'ancien. Je crois que la meilleure manière de montrer qu'on tourne, c'est le clignoteur. Mais bien sûr, on ne pense au clignoteur que quand on oublie le bras. Exemple suivant, c'est toujours dans les transports, après le vélo, le bateau, l'avion, j'adore les transports. Et donc, regardez, c'est un train, une image très ancienne. Regardez le wagon, comment il est construit. Ce wagon est construit, regardez-le bien. Il est construit, je fais une marche avant, une marche arrière, une marche avant. Regardez la diligence, le module central avec le U et les deux portes et le U, je fais marche arrière et vous allez retrouver mon wagon comme simplement, disons, 3 modules de diligence côte à côte. Donc, on a remplacé les chevaux par une locomotive, on s'est dit, formidable, on va pouvoir empiler les diligences. Non, c'est pour ça que les premiers wagons avaient autant de portes, ce qui est quand même un petit peu ridicule. Donc, on voit bien que c'est toujours la même, je dirais, syndrome. La nouvelle technologie qu'on essaye de mettre dans le modèle mental ancien, oui, ça je vous ai montré, alors que l'électricité, ça n'a rien changé, bien sûr. Ça n'a absolument rien changé, puisque, je dirais, les premières machines à coudre, elles étaient comme cela. Donc, on prenait non électrique et on rajoute un moteur. Idem pour les machines à calculer. Les machines à calculer électriques, les premières, c'était des machines non électriques sur lesquelles on a rajouté un moteur. Et bien sûr, sur la machine à coudre, on voit tout de suite que ce n'est pas la bonne méthode pour, je dirais, utiliser l'électricité. Je crois que faire bouger l'aiguille, ça consomme quand même un peu moins. Et donc, alors oui, ça, je vais rajouter parce qu'on est dans une ambiance un peu technologique. C'est une publicité d'il y a très longtemps où, dans les années 50, enfin bon, moi j'avais 5-6 ans, donc ce n'est pas si longtemps que ça. Toute je dirais, la publicité de Bell consistait à dire aux Américains à l'époque de mettre un téléphone dans leur cuisine. Pourquoi? Parce que le modèle mental était simple. Les femmes sont dans la cuisine. D'ailleurs, le texte, je ne vous laisse pas le temps de lire. C'est en gros, vous aimez votre femme est dans la cuisine, donc vous mettez un téléphone dans la cuisine et ils vont très très loin. Ils disent même comme ça, elle pourra téléphoner à ses amis qui sont aussi dans leur cuisine et parler bien sûr, devinez quoi, de recettes de cuisine. Et donc, il y a du boulot et voilà, c'est quand même important. Ça reste un syndrome. Ceci, c'est je dirais, un des tout premiers essais de voitures électriques chez Renault il y a une quarantaine d'années. Et on voit bien, c'est de nouveau la même chose. On prend la voiture non électrique, en l'occurrence à essence, on enlève le moteur, on met plein de batteries et on essaie de faire une voiture électrique. Si vous regardez comment Tesla a commencé, il a commencé comme ça. Autre modèle mental, il n'a pas dit la voiture, c'est bon, il a dit qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, j'ai besoin de transporter 500 kilos de batterie et donc il a commencé sa voiture comme ça. Alors, bien sûr, on peut se réserver complètement par rapport à l'opportunité de transporter 500 kilos de métaux, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Il faut dissocier la mécanique de la créativité des jugements qu'on porte par rapport à la créativité. Dernière, dans le même deuxième partie, j'aime bien ceci parce que ça montre que le syndrome il est encore bien présent. Ceci était la couverture de l'Économiste il y a, à mon avis, 2 ans, et avec comme titre « L'information est le nouveau pétrole ». Oui et non, oui et non. Et d'ailleurs, si on pense au pétrole 2 secondes, le pétrole a été découvert en gros 1850. Pendant les 30 années qui ont suivi, on n'a rien fait d'autre avec le pétrole que le brûler. C'est un peu mieux que le charbon, mais le modèle mental était celui du charbon. Bien sûr, c'est dans les années 80, 90 qu'on a commencé à le faire exploser ou à le transformer, faire du plastique. Et bien sûr, la révolution du pétrole, ce n'est pas l'avoir découvert, c'est l'avoir découvert et avoir des nouvelles idées. C'est le changement de perception, c'est la nouvelle boîte, c'est le nouveau cadre, etc. J'arrive à la 3e partie. Ah oui, celui-là, je l'avais oublié. Voilà, mais c'est un résumé de la 2e partie. S'il y a des nouvelles technologies, il faut des nouveaux modèles mentaux. La 3e partie, bien sûr, c'est le 3e thème de votre conférence. En plus, voilà, on voit bien les temps imprévisibles.
Les temps imprévisibles, je regarde ma montre, là c'est prévisible, j'ai encore droit à 4 minutes. Donc, les temps imprévisibles, eh bien, c'est pas simple. C'est pas simple. Planifier, ça n'a jamais été simple. J'adore ce dessin parce qu'effectivement, c'est pas simple du tout. Alors, je dirais, bien sûr, c'est toute l'idée des signes noirs. Mais dans la vidéo qui est passée juste avant moi et qui était d'ailleurs, je crois, disponible dans votre invitation, éventuellement, je vous la recommande, c'est parler des deux types d'incertitudes. L'incertitude où la question est dans l'air, comme l'élection américaine, ou quand elle n'est pas dans l'air, et ça, c'est ce qu'on appelle les signes noirs. Parce qu'on est parfois surpris d'un événement alors qu'on se posait la question, mais bien sûr, il ne faut pas demander. Quand on n'a pas la question, il faut éviter d'être encore plus surpris, et donc il faut se préparer. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite. 2 exemples. Bon, vous savez, la Belgique, c'est le pays du dessin. C'est Franquin, c'est Hergé, c'est les Schtroumpfs. Le dessinateur des Schtroumpfs, il habitait dans ma rue quand j'étais enfant. C'était extraordinaire. Donc, un premier signe noir ici. Donc, un signe noir, je répète, c'est un événement avec 2 caractéristiques, totalement improbable et conséquences énormes. Et voilà, vous avez le signe noir du sauteur à la perche. Alors, pour les ingénieurs que j'ai notamment en face de moi, j'adore montrer celui-là. Donc, c'est à la fois pour Dassault, pour Thales et pour tous ceux qui sont dans les avions. Je l'adore. C'est un signe noir et je crois, mais là, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai encore un thème important à évoquer avant de clôturer. C'est le big data, l'intelligence artificielle que j'annonçais tout au début. Alors, on dit intelligence artificielle, on va pouvoir prévoir, les modèles sont tellement puissants, on va rajouter du big data, etc. Bon, il y en a qui vont jusqu'à dire que le big data, c'est la fin de la science. Bon, on dit que les corrélations, bien connaître les corrélations, ce qu'une machine fait très bien, suffit pour donner la causalité. Bien sûr, je suis en total désaccord. Dire que Big Data dit que l'être humain n'a plus rien à faire, ça, pour moi, c'est un peu énervant. Il y a 2 limites aux machines, c'est la créativité et la responsabilité, et je n'en démordrai pas. Et donc, je voudrais un petit peu argumenter, et donc, je vous propose 15 génies. Vinci, Darwin, Archimède, un peu toutes les catégories. J'ai laissé la 15e place pour un Québécois. Donc, je ne vous connais pas assez. Mettez celui que vous voulez. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. Et donc, première chose à remarquer, et c'est ceci, c'est que 8 d'entre eux, le Québécois, je ne sais pas, 8 d'entre eux ont été géniaux sans data. Archimède, Edison, Freud ou Einstein, Vinci bien sûr, et il y en a beaucoup qui ont été des génies sans data. Alors, big data ou pas, eux, bon, big data n'aurait pas changé grand-chose. Peut-être qu'il y aura de la contestation, mais c'est ça que j'aime. Deuxième chose, c'est montrer que dans le groupe de ceux qui ont utilisé des data, il y a 2 groupes. Il y a un premier avec Mendel qui a trouvé les lois de la génétique, Champollion qui a compris les hiéroglyphes et Kepler qui a montré que dans le ciel, il y avait des ellipses. Ceux-là, ils ont utilisé un big data. On va prendre Kepler. Kepler, son big data, c'était le ciel. C'était le ciel. Et qu'a-t-il trouvé? Que certaines planètes, les planètes décrivent des ellipses. Tout à fait d'accord. C'est génial. Mais le concept d'ellipse, la simplification d'ellipse existait dans l'Antiquité. Donc, qu'a fait Kepler? Kepler a rapproché un concept existant, même existant depuis très longtemps, de quelque chose qu'il regardait dans le ciel. Je crois qu'avec Big Data et l'intelligence artificielle, Kepler perd son boulot du jour au lendemain. Parce que personne mieux que des machines peuvent, je dirais, corréler ou rapprocher des patterns observés avec des concepts existants. Mais il y en a des autres. Darwin n'a pas utilisé, il a utilisé un big data, certainement, toutes ses observations pendant 20 ans sur son bateau. Quetelet, c'est un Belge qui a en fait importé les mathématiques dans les sciences sociales, mais Pacioli, à mon avis, vous ne le connaissez pas. Pourtant, vous l'utilisez tous. C'est lui qui a inventé la comptabilité en partie double. Avant Pacioli, la comptabilité se faisait en colonne, bon, des plus et des moins. La comptabilité en partie double, c'est lui qui l'a inventé. Et je crois que Pacioli ne pouvait pas faire référence à des concepts précédents, comme Kepler. Non, lui, il est parti à partir de rien. Et donc, je crois qu'autant Kepler perd son boulot avec l'intelligence artificielle, autant les Pacioli, on en a besoin, et les Darwin et les autres, on en a besoin plus que jamais. Alors, je résume avec 2 cartons. Ça, c'est le dessin principal. Donc, sur les 2 mouvements de pensée, c'est celui que vous avez vu il y a 25 minutes. Et donc, vous avez le choix pour penser l'innovation dans des temps imprévisibles. Et le choix, il est entre la déduction et l'induction. La déduction, c'est ça. La déduction, c'est plus vite, plus loin, la même chose, mais il n'y a rien à faire. Vous n'y arriverez pas.
le vrai défi de l'innovation, c'est l'induction. Et c'est un peu plus compliqué. Hein, donc, on cherche la route pour la sagesse. Eh bien, vous savez, moi, je ne partirai pas d'ici. Merci beaucoup. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est extraordinaire, monsieur. Mon homonyme, Luc Aucaré, c'est extraordinaire, monsieur Brabander. Écoutez, on a un panel pour réagir à vos mots de sagesse, à votre humour inspiré. Encore une fois, Pierre-Luc Desgagnés, délégué général du Québec à Bruxelles, Christophe Muratet, directeur innovation Thales Amérique du Nord, François Bouffard, Dassault Systèmes Canada, président du conseil d'administration de Prompt, et Danielle Bergeron, qui est cadre de haute direction et administratrice de société et directrice sur le conseil d'administration de Prompt. Écoutez, Pierre-Luc, vous nous aviez bien avertis, mais toute une présentation. Je te laisse la parole, Pierre-Luc, peut-être en te demandant tes réactions, puis peut-être une première question. Tout à fait, ça va me faire plaisir. On m'avait avisé que j'aurais cet honneur-là. D'abord, M. de Brabander, un grand merci. Vous avez été à la hauteur, disons, des attentes, et je vous en remercie. Vous nous amenez à réfléchir, mais je vais aller directement à une première question pour permettre, bien entendu, aux autres panélistes de vous poser les leurs. Vous avez parlé de la notion d'objectivité et de la notion de subjectivité. Très souvent, en innovation ou dans certains domaines scientifiques, le réflexe, c'est de s'en tenir uniquement à l'objectivité, à tenter d'innover en ayant à l'esprit qu'une certaine objectivité, des faits précis, des données précises. Mais pourriez-vous nous parler un peu de ce que vous percevez être la part de subjectivité dans l'innovation et de son importance? Mais elle est en amont. Parce que l'objectivité se construit sur des hypothèses. Une fois, il y a un point de départ à tout travail d'objectivité, et ce point de départ, il est subjectif. Un scientifique travaille sur base d'hypothèses. Et donc, j'ai moi-même eu la chance d'étudier ingénieur, et je crois qu'une théorie scientifique n'est jamais vraie. Elle est utile. Je crois que Copernic est plus utile que Ptolémée, et puis Kepler plus utile que Copernic. Einstein plus utile que Kepler, etc. Et donc, le but de la science, c'est d'avancer, c'est de zigzaguer, comme je l'ai montré pour Philips, c'est d'aller, je dirais, vers des cadres, des paradigmes, des ensembles de simplification qui sont plus utiles. Et dès le moment où ils émettent l'hypothèse d'un nouveau cadre, je dirais, alors on peut déduire de manière objective, on fait des expériences, et puis c'est ces expériences-là qui, bien sûr, forcent le scientifique ou d'autres à passer au cadre suivant. Je vais peut-être répéter ceci, c'est qu'un cadre de pensée, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas dans le monde. Si vous êtes dans une banque et on vous demande de sortir du cadre, on ne vous demande pas de sortir de la banque. On vous demande de sortir de la manière dont vous simplifiez le métier de banquier depuis très longtemps, ce qui est tout à fait différent. Idem pour les scientifiques. Vous avez raison, c'est très éclairant. Je peux peut-être demander à Christophe là, de prendre le relais et également là, de s'adresser à vous et de vous adresser sa question. Là, Christophe. Oui, bonjour à tous et merci à Prompt, merci à Luc pour l'invitation. Je pense que vous me voyez correctement. Oui, parfaitement. Excellent. Et merci à vous, Luc, de Brabander, pour ce beau moment de clarification, comme vous l'avez appelé, et de pensée. Particulièrement intéressant pour moi et pour, j'allais dire, notre organisation, véritablement tournée vers l'expérience de l'utilisateur, notamment dans la construction sociale de la technologie, particulièrement aujourd'hui avec une technologie particulièrement profonde qui est l'intelligence artificielle, d'ailleurs pour laquelle on préfère nous-mêmes parler d'intelligence augmentée, voilà. En sachant qu'on a la profonde conviction de parler d'une intelligence qui n'est pas tournée vers l'automatisation à outrance, mais véritablement plus à l'amplification, l'augmentation de l'humain. Sur ce, je vais me permettre de vous citer. J'ai lu une phrase intéressante récemment dans l'un de vos articles. Quand on parle d'objets connectés, le philosophe demande immédiatement connectés à quoi? Et il suggère
alors de parler plutôt d'Internet des sujets, car ces objets connectés ne sont jamais que des interfaces entre des hommes et des femmes, d'une part, et des algorithmes dont ils ne savent pas grand-chose d'autre part. Je mentionnais un peu plus tôt cet enjeu d'adoption sociale, construction sociale de la technologie, et j'étais curieux d'entendre votre définition d'objets connectés, de cette nouvelle tendance associée également à une nouvelle économie qui nous apparaît aujourd'hui. Je crois que la réponse était plus ou moins dans ma phrase. Je crois de mettre l'accent sur le. Dès qu'on parle d'objets, je crois qu'on se trompe. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vous, c'est moi, c'est nous, nos enfants, etc. Ce sont les sujets. Et je dirais, chez moi, c'est devenu une seconde nature de réfléchir par les mots. Par les mots. Et la technologie, je trouve, pêche par des mots qui sont souvent mal choisis. Quand on dit, par exemple, une voiture autonome, mais une voiture autonome n'a rien d'autonome. J'ai rarement vu un objet aussi peu autonome qu'une voiture autonome qui est connectée, etc. Non, c'est une voiture automatique, complètement différent. Quand on donne l'autonomie à une province ou à un pays ou à qui que ce soit, on donne le droit d'établir ses propres lois. Mais heureusement que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est Camus qui disait « mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde ». Parler d'objets connectés, éventuellement, mais ce n'est pas non, c'est nous qui nous connectons et on doit savoir à quoi est-on connecté. Donc, c'est un tic de philosophe, hein, c'est de la clarté par les mots. Donc, excellent, parfait. Merci. Toujours aussi éclairant. Christophe, si ça va, je demanderais probablement à Daniel Bergeron de se joindre à la discussion et peut-être de vous poser une question. Merci, Luc. Oui, bonjour. J'ai trouvé en fait la conférence très stimulante. Par contre, qui amène beaucoup de questions. On aime beaucoup l'innovation, la créativité. Mais moi, ce que je me demande, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est un modèle mental dans lequel, bon, il y a plusieurs petites boîtes. On peut choisir, en fait, les gens choisissent souvent de rester dans la même boîte, d'aller jusqu'à l'épuisement. Comment faire pour sortir du cadre, ou en fait, comment faire pour libérer la créativité? Alors, je vous demanderais, puis j'imagine que ça doit faire partie de la culture d'entreprise. Comment on arrive, ou en fait, quels sont les principaux requis pour l'arrimage de l'innovation, de la gestion de changement, dans le but ultime, en fait, de faire émerger la créativité en entreprise et d'en assurer sa croissance? Puis quels sont les porteurs de ballon dans ce processus-là aussi? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'innovation, nécessairement, est extraite d'un cadre de pensée arrêté, je l'ai dit 3 fois, et donc un jour ou l'autre, il va s'essouffler. Moi, je suis triste en tant qu'Européen, donc entre 25 et 35 ans, j'étais dans l'informatique. J'ai travaillé sur Bull, sur Siemens. L'informatique européenne a complètement disparu parce qu'il n'y a pas eu l'effet créatif. Donc, il n'y a rien à faire. À un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut changer la perception. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut bien sûr qu'on admet les prémices, hein, l'obligation de changer. Dès le moment où on dit « OK, c'est très bien, on doit avoir… » Alors, comment on fait? Et il y a des trucs. Il y a des trucs pour, je dirais, faciliter ça. Alors, je n'ai pas trop de temps, je vais en choisir un. Mais c'est de nouveau l'approche par les mots. Moi, quand je vais dans une entreprise, j'entends souvent les gens dire tu as les derniers chiffres et qu'est-ce que tu penses des chiffres? Moi, directement, je dis et les mots? Et les mots, quels sont les nouveaux mots? Une entreprise qui n'a pas de nouveaux mots depuis longtemps, je m'inquiète un peu parce que les mots sous-tendent le cadre mental. Et je vais jusqu'au bout de ma pensée, je le fais comme exercice. Comme exercice, je vais vous raconter une anecdote. J'étais invité par une entreprise dans le Champagne, donc à Épernay, là, près d'ici. Et un peu, le Champagne, c'est beaucoup du marketing. Et le patron me dit, ben voilà, moi je suis un peu épuisé à vendre des bouteilles. Il faudrait des idées de marketing incroyables. Et je suis arrivé et je leur ai dit, en fait, la première chose à faire, c'est supprimer de votre vocabulaire les mots bouteille et champagne. Ça, c'est la première chose à faire. Le métier du philosophe ou de la créativité, ce n'est pas de changer l'entreprise, c'est de changer dans un premier temps la manière dont on parle dans l'entreprise, le langage de l'entreprise. Et je leur ai dit, bon, moi je veux que vous me parliez de votre métier, mais vous ne pouvez pas utiliser les mots bouteille et champagne. Je vous interdis. Qu'est-ce que vous faites? Il y a eu un temps difficile parce que, bon, ben on fait des bouteilles. Mais oui, comment? Et à un moment donné, quelqu'un a dit,
Eh bien, notre métier, c'est de contribuer au succès des fêtes. Ça, c'est la flèche orange. C'est le nouveau cadre. Le métier, ce n'est pas le champagne, c'est la fête. Et donc, la question n'est plus comment mieux vendre plus de champagne. La question devient comment mieux réussir une fête. Et je leur ai demandé, mais au fond, donnez-moi un exemple quand une fête est plus réussie. Et quelqu'un a immédiatement dit quand le discours est meilleur. Quand le discours est meilleur. Et effectivement, un mauvais discours, ça plombe un peu une fête. Et donc, directement, quelqu'un a dit, j'ai une super idée de marketing. On va faire, et ils l'ont fait, un petit livre. Vous voyez, les petits livres comme ça, format A5, comment faire un bon discours. Et ça coûte 1 € à la fabrication. Ils ont pris le meilleur auteur à Paris qui traitait ce sujet-là. Ils ont fait un petit livre de poche tout petit, ils l'ont attaché avec une ficelle à la bouteille. Ça fait un tabac. Et donc, pourquoi l'idée est venue? Parce que je ne peux pas déduire le petit livre pour faire le discours si je garde la simplification bouteille de champagne. Par contre, c'est le zigzag de Philips, mais à toute petite échelle. Dès le moment où je parle de mon entreprise en utilisant le mot « fête », eh bien, j'arriverai beaucoup plus facilement à l'idée du petit livre sur les discours. Et pour répondre à votre question, je dirais la première méthode que moi je recommande, c'est le langage. Je disais avec la personne qui parlait juste avant vous, les mots. Eh bien, il faut des nouveaux mots. Quand je travaille dans une entreprise, ça dure une journée. Et je leur dis, écoutez, demain, ce sera comme hier, je ne vais rien changer à votre entreprise. Mais si vous commencez à en parler avec un mot nouveau, j'ai bien travaillé. Excellent. Merci beaucoup. Merci à nouveau et merci Daniel de votre question. Il y a M. Bouffard aussi qui, je pense, serait sans doute, très intéressé à vous poser une question. Oui, bonjour M. de Barbandère et félicitations pour votre exposé. Et de plus, je me permets en me préparant pour cette rencontre aujourd'hui, je suis allé sur le site Internet et j'ai vu vos petits podcasts ou vos petits extraits sur les faux synonymes. Et j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment apprécié, en tant que philosophe, comment vous apportez les différences entre la découverte, l'innovation, quoi penser et aussi comment penser, l'innovation, créativité. Donc, je recommande à tout le monde de googler et puis d'aller trouver ça. C'est vraiment intéressant en 2-3 minutes. Vous apportez un sujet intéressant. Une chose que je n'ai pas vue, j'aimerais vous poser comme question, lorsqu'on parle d'innovation, j'aimerais, parce que souvent chez nous, on l'utilise, de placer l'humain au cœur de l'innovation. Et j'aurais aimé vous entendre parler par rapport à l'humain, justement, dans ce qu'on parle de l'innovation. 3 choses. D'abord, vous êtes un incroyable exemple avec Dassault Systèmes de zigzag. Le changement, aujourd'hui, on ne dit plus Dassault est un exemple de fabricant d'avions. Donc, bravo pour ce que vous faites. Là, je me mouille tellement, j'ai de l'admiration pour le chemin que vous avez fait. Mais je ferme la parenthèse tout de suite et je dirais, vous me donnez l'occasion de redéfinir la philosophie en entreprise. Parce qu'effectivement, vous me tendez une perche. En fait, en entreprise, il y a 2 parties. Il y a une partie avec des chiffres, la comptabilité, la production, les stocks, etc. Et être rigoureux quand il y a des chiffres, on sait faire. Mais il y a une partie de l'entreprise où il n'y a pas de chiffres. L'éthique, l'image de marque, l'ambiance, la perception des clients, etc. Et très souvent, les dirigeants sont pris au dépourvu. Et j'aime bien définir la philosophie, c'est l'outil qui permet de la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Et c'est de là que vient l'idée des définitions et de mon obsession pour les définitions. Arrêtons de dire la créativité et l'innovation, ce ne sont pas des synonymes, c'est 2 choses. Et le luxe et le confort, régulation, réglementation, etc. Donc, Et pour répondre maintenant à votre question, bien sûr que l'humain, quand on creuse un peu, il y a toujours de l'humain au départ. Je dirais, je vais être très provoquant, mais il ne me reste plus que quelques minutes. Moi, j'ai envie de dire, l'innovation, c'est pour les machines et la créativité, c'est pour l'être humain. Je schématise parce que ce n'est pas tout à fait exact et l'un peut aider l'autre. Mais c'est un peu vers cela qu'on tend. Je dirais, l'innovation, je ne vois pas très bien comment un jour on peut se battre, puisque je définis l'innovation comme la capacité d'une entreprise à faire plus vite, mieux, moins vite, mais en gros la même chose. Ça, c'est la capacité d'innover, c'est Philippe, c'est bon. Par contre, je définis la créativité comme la capacité non pas d'une entreprise, mais d'une personne de changer la manière de voir les choses. L'innovation seule, c'est impossible. Vous ne pouvez pas changer le monde tout seul. Par contre, la créativité n'a pas de sens quand on parle d'un groupe.
Un gouvernement n'est pas créatif, une entreprise n'est pas créative. Non, seuls les hommes et les femmes peuvent être créatifs parce qu'un gouvernement ne pense pas, une entreprise ne pense pas. C'est une métaphore. Et donc, quand vous creusez un peu, et je suis content que vous parliez des faux synonymes, quand vous creusez un peu, nécessairement, vous tombez sur l'être humain. Et mon métier, c'est vraiment un plaidoyer, un retour, un acte de confiance, une grande joie de travailler avec des hommes et des femmes. Merci beaucoup. Avec M. Brabander et chers invités qui êtes tous présents en ligne. Moi, M. Brabander, j'aimerais peut-être prendre quelques minutes de plus, quelques moments de plus pour vous poser une dernière question. Puis celle-là, elle n'était pas prévue. Donc, alors, on réalise avec vous comment penser par induction, penser différemment, penser à d'autres boîtes permet d'être plus créatif et d'inventer l'avenir. Il y a une étape importante, c'est de prendre action. C'est au-delà d'avoir la bonne idée de positionner Philips du côté de la santé, au-delà de positionner cette entreprise, votre client, au-delà des bouteilles de champagne, les verres des fêtes mieux réussis, il y a un moment donné où on doit prendre la décision d'agir, où les décideurs de l'entreprise, de l'organisation, doivent se dire, ben oui, on va prendre action. Comment on fait pour convaincre des acteurs comme ça de prendre action? J'ai envie de dire, le changement est double. Je l'ai suffisamment dit, le changement est nécessairement double. Prenons l'exemple de l'entreprise parfaite. C'est ce qu'on appelle en philosophie une expérience de pensée. Imaginez l'entreprise parfaite, où tout le monde travaille parfaitement bien. Quel est le rôle du tout grand patron? Eh bien, c'est la réponse à votre question. Il est responsable de deux choses. Quelle est la prochaine boîte, le prochain cadre, et quand je le mets en place? Tout le restant, il peut déléguer. Il peut déléguer parce que le recrutement se fait parfaitement, l'informatique est parfaite, tout est parfait. Mais la responsabilité ultime, c'est ça. Il sait qu'il n'y a rien à faire, il va devoir inventer autre chose. J'aime bien la formule qui dit « Les grands dirigeants n'hésitent jamais et doutent toujours ». Et on voit bien la différence. Ils n'hésitent pas parce que l'hésitation, c'est malsain, ça donne un malaise dans l'entreprise. Il faut un chef qui décide. La machine est cassée, tu remplaces. Le client ne paye pas, tu envoies. Bon, l'hésitation est malsaine. Mais par contre, là, il faut qu'il doute. Et le doute, c'est quoi? Ce n'est pas du tout le malaise. Le doute, c'est se souvenir à tout instant que tout ce qu'on fait est basé sur quelque chose d'arrêté. Une stratégie, un projet ou peu importe. Et que puisque la chose sur laquelle on construit est arrêtée et que le monde ne l'est pas, eh bien, un jour ou l'autre, je vais devoir arrêter une autre stratégie. Alors, sur ces mots de sagesse, M. Brabander, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir été là. Il y a d'autres questions de la part des gens dans l'audience. Plus de 250 personnes étaient là aujourd'hui. On va vous les acheminer et vous aurez donc les gens qui avaient des questions auront la chance de les poser à vous. Vous pourrez leur répondre ainsi que d'entendre leurs commentaires. Alors, c'est encore une fois sur des mots de sagesse que je vous invite tous à continuer d'être les créateurs d'avenir, d'être les innovateurs qui inventent les technologies de demain, mais le monde de demain, les modèles de demain, les boîtes de demain. Au Québec, on en a particulièrement besoin. C'est un moment où, au Québec… Je peux vous dire une chose? Parce oui, en fait, vous me faites un trop beau cadeau. Parce que je voudrais dire, ça sera le mot de la fin pour moi. La créativité, ce n'est pas penser autrement, c'est penser plus. Et vous l'avez dit, et beaucoup de gens le disent, c'est vrai d'une certaine manière, c'est penser autrement. Mais la créativité, c'est surtout penser plus. Parce qu'autrement, c'est un jugement vis-à-vis de l'autre. Vous pensez d'une certaine manière, je dis non, il faut penser autrement. Non, il faut juger personne. Simplement dire, ouvrez, pensez plus. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais je vous en prie. J'espère que ce dialogue de créativité va se poursuivre encore longtemps et que pour tous les acteurs, pensez plus, agir plus, transformer votre organisation, contribuer à l'avenir du Québec par vos inventions. C'est le défi qu'on vous lance tous. Merci d'avoir été là. À la prochaine, tout le monde. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci à tous.